Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en cancer du 22 décembre 2018, 17h50, temps GMT, 0 degré 50 minutes. Alors, au programme, au programme, on va regarder comment les aspects généraux de cette pleine lune en cancer. On va regarder évidemment, elle arrive au moment du solstice, donc on va regarder au moment du solstice ce qui se passe. On va regarder également les aspects spécifiques parce que vous allez voir qu'il y en a malgré tout quelques-uns et pas des moindres. On va également pouvoir évidemment voir tout ce qui est géolocalisé, voir avec la numérologie. Il y a des choses un peu spéciales pour cette pleine lune en cancer qui arrive, qui est la dernière pleine lune de l'année. Et cette pleine lune, en numérologie, elle nous ressort la lune. Elle nous ressort, c'est-à-dire que non seulement on a une pleine lune en cancer, mais la numérologie nous redonne la lune. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. D'autant qu'on n'en a toujours pas fini de nos histoires de communication, de gilets jaunes, etc. Donc, on va voir dans la troisième partie comment dans d'autres situations on a communiqué, comment le pouvoir a communiqué et qu'est-ce qui était donné à voir. Donc on va voir à la fois cette pleine lune, les actions de transformation relationnelle qu'elle nous demande, parce qu'elle nous demande de toute façon de lever le voile relationnel sur pas mal de choses. Donc relationnel, c'est une chose, mais ensuite on se retrouve à avoir quelque chose qui va être de l'ordre de l'obligation de se rendre compte que cette lune, cette image de la lune qu'on va avoir de façon réminiscente comme ça, elle est venue nous indiquer finalement que on est face à une fausse lumière et on va nous donner à comprendre les choses comme on veut nous les faire comprendre. C'est-à-dire on est en train de nous balancer un discours qui doit être décrypté, qui doit être remis dans son contexte. Et je vais vous montrer comment, à travers un tableau, qui est le tableau de la chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien, eh bien cette communication, elle était déjà là, dans le chaos, Ordo ab chaos, comme on a en ce moment. Et finalement, comment ce terreau socio-culturel et religieux pouvait déjà donner une orientation particulière à ce moment-là, qui finalement n'est pas du tout loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, on va voir via cette chute des anges rebelles comment ça se matérialise. Donc, allons voir cette pleine lune en cancer. Alors cette pleine lune en cancer, évidemment les aspects, les aspects principaux pour l'instant vont être ressentis, donc c'est relationnel, c'est familial, on va le voir. Elle est à 0 degré 50, donc on va la ressentir plus fortement par la fin des signes mutables, donc Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge, et on va rentrer dans le dur avec les signes cardinaux, puisque le Soleil vient de passer en Capricorne le 22, il passera le 21 pour le solstice, et on se retrouve avec donc cet axe Cancer-Capricorne, évidemment, ressenti donc par le premier décan des cancers Capricorne, mais aussi Bélier, Balance, qui peuvent un petit peu souffrir de ces aspects qui sont pas simples. Encore une fois, on n'est pas sorti des aspects simples. De toute façon, je pense que 2019 va pas nous amener des choses particulièrement simples non plus, mais ça on en reparlera.
Au niveau du solstice, le solstice, lui, il va nous montrer que, donc c'est le 21, hein, 21-12, donc on est sur des choses miroirs comme d'habitude. On est sur le moment où la nuit est la plus longue. Donc après cette date, on est d'accord, le jour rallonge. Donc c'est pour ça que finalement, on met habituellement une fête de la lumière, que les païens avaient déjà mis une fête de la lumière avant la naissance de Jésus, et que on a évidemment placé à cet endroit-là Noël, qui est finalement une façon de permettre la petite lumière intérieure qui va aller, comme la symbolique de l'ermite d'ailleurs nous le montre, hein, puisque l'ermite est le symbole du Capricorne. C'est la terre qui va se fier à sa lumière intérieure pour pouvoir ramener finalement la vie, les semences et les récoltes. Vous voyez, tout le cycle. Donc on est sur une idée de cycle qui est évidemment reprise en écho avec la lune à un rythme différent. Donc on est sur évidemment le retour de la lumière. Sauf que là arrive sur ce solstice une pleine lune qui va refléter une lumière qui n'est pas la sienne. D'accord ? Cette pleine lune, elle va aller nous montrer une lumière qui est celle du soleil, mais qui est donc dans les attributions de la lune, donc une attribution d'illusion, de mirage. On reflète une réalité qui n'est pas la réalité, qui est autre chose, qui est ce qu'on nous a donné à voir. Et c'est pour ça que on va décrypter ce qu'on nous a donné à voir. Enfin. Alors au niveau de la configuration de la pleine lune en cancer, donc, tous les ans à cette époque on a évidemment une pleine lune en cancer, donc ça nous donne un axe cancer capricorne qui va venir, donc la lune est en domicile, elle est très forte bien évidemment à ce moment-là, et elle va nous amener à réfléchir sur notre émotionnel, sur nos relations émotionnelles, sur nos relations affectives, sur notre hypersensibilité, sur l'intuition, l'imagination, le rêve, mais comme je vous l'ai dit aussi, sur la façon dont on envisage la réalité, dont on prend la réalité qui nous est envoyée, comment est-ce qu'on la décrypte. Et puis c'est aussi toute la partie inconsciente, c'est la partie nocturne qu'on voit notamment dans la carte de la lune, et qui est cet aspect, on ne voit pas bien, mais c'est pas grave, je vous la mettrai en incrustation, qui est la partie vraiment noire, c'est-à-dire qu'on a le côté obscur, mais on a l'inconscient, c'est-à-dire un truc qui est qui matérialise énormément finalement à l'intérieur d'informations dont on n'a pas conscience et qui va réagir sans qu'on puisse faire quelque chose avec des données qui finalement ne nous appartiennent pas vraiment, qui fonctionnent sur des schémas qui finalement sont peut-être les nôtres depuis des générations ou qui sont formatés depuis tout petit mais qui ne sont pas franchement les nôtres. Donc, ça nous ramène évidemment à la notion de transgénérationnel, à la notion de famille, mais à la notion de maternité, bien évidemment, de féminité, d'enfant, de foyer, de gestation, mais ça nous ramène également au passé, ça nous ramène à l'histoire, ça nous ramène à la foule. Aussi, la lune, c'est le public. C'est voilà, donc je dirais on va nous poser la question là, c'est toujours l'occasion des retrouvailles aussi de Noël avec la bûche et la dinde, entre guillemets, c'est finalement quelles sont les relations familiales et affectives qui restent encore à traiter, qui nous touchent finalement, quelle est la place aussi. Je pense que il y a aussi une place importante parce que le nœud de la destinée collective est aussi en cancer. On a une place importante aussi aux enfants, c'est-à-dire la place qu'on leur accorde, la place qu'on accorde aussi à leur éducation. Comment est-ce que finalement on va
leur permettre de comprendre les signes, de s'insérer dans une vie qu'ils vont décrypter, dans une communication qu'ils vont décrypter, sans qu'ils soient finalement les dindons de la farce, c'est le cas de le dire. Finalement, est-ce qu'on a, nous, conscience des désordres qu'on peut projeter sur nos enfants quand on n'a pas pu être footballeur et qu'on emmène son gamin au foot et qu'on crie, que finalement on le martyrise parce qu'on l'oblige à courir et que, enfin, il y a des scènes le long des stades qui sont complètement surréalistes par rapport à des pauvres gamins qui n'ont juste pas envie de courir. Et donc, pareil pour la musique, pareil pour plein d'activités où les parents ont l'impression qu'ils font ce qu'il y a de mieux. Donc ils projettent des choses, et puis est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce qu'on a conscience qu'on le fait tout le temps? Probablement pas. Donc en fait, quelles sont nos structures émotionnelles? Est-ce qu'on a conscience? Est-ce qu'on vit en conscience de nos schémas? Est-ce qu'on les voit se déclencher? Est-ce que finalement, est-ce qu'on comprend ce qui nous a poussé à agir et à prendre tel ou tel type de décision, en fait, hein. Donc, au niveau santé, la pleine lune en Cancer, je peux vous le dire parce que je le sens chez moi, elle parle d'estomac, et donc elle parle de mal à l'estomac, d'autant que là, elle est bien carrée à Mars Chiron, et donc les douleurs d'estomac, moi qui ai une lune qui va être sur la lune de la pleine lune, je peux vous assurer que ça fait 2 jours que j'ai mal à l'estomac de façon terrible. Donc ça marche bien, et ça fonctionne bien, c'est bien ça. Au niveau de nos aspects spécifiques maintenant. Alors, nos aspects spécifiques, on a une lunaison, comme vous allez pouvoir le voir, donc toujours cet axe Cancer-Capricorne. Le soleil, il y a encore à nouveau une indication particulière. Le soleil est conjoint à moins d'1 degré d'un de nos astéroïdes qu'on voit de temps en temps et qui est Phobos. Alors Phobos, pour mémoire, c'est un astéroïde qui est vu de façon assez récente, qui fait la navette de mémoire entre Uranus et Neptune, je crois, et qui évidemment, au niveau mythologique, c'est le second centaure après Chiron. Alors, il fait, je crois, il n'est pas très gros, hein, quelques 400 km de diamètre, et voilà. Et il a malgré tout, je trouve, comme certains astéroïdes, une place qui n'est pas anodine. La symbolique globale de Phobos, c'est le sacrifice collectif. Pourquoi? Dans la mythologie, Phobos rencontre Hercule lors du 4e travail, lors de sa 4e galère, où il va être dans l'obligation de capturer le sanglier d'Érymanth. Donc il court après cette bestiole et il s'arrête en Arcadie, je crois, où il va rencontrer les centaures. Les centaures l'accueillent et Dionysos avait laissé du vin aux centaures qui adorent qui est la beuverie, et il leur avait dit: mais attendez, je vous le laisse à condition que quand vous allez croiser Hercule, vous puissiez lui offrir à boire. Super. Sauf que au moment où on lui offre l'hospitalité, tout se passe bien avec Phobos, mais quand il commence à boire le truc, et ben les autres centaures se rappliquent et ils s'enivrent, ils sont complètement sous, et ils se mettent à attaquer Hercule, qui évidemment va les massacrer, tous les uns après les autres. Et ce qui se passe, c'est que l'étape d'avant, c'était l'hydre de Lerne, qui était complètement pleine de venin avec ses flèches. Donc, il tue certains des centaures avec les flèches, et Phobos, en fait, à côté, ne prend pas parti.
il sait que la cause ne le regarde pas, il ne prend pas parti et il n'essaye pas de défendre les autres, puisqu'il reste dans l'optique de ce qu'on avait dit et du marché de base qui avait été signé. Donc, du coup, il va s'occuper d'apporter une sépulture respectueuse et digne pour tous ses frères qui sont morts. Et en s'occupant d'un des centaures qui avait été blessé avec une flèche empoisonnée du venin de l'hydre de Lerne, eh bien, il se blesse et puis, une fois blessé, eh bien, il meurt. D'accord ? Donc, Phollus va représenter finalement les parties, comme il ne veut pas prendre contact avec finalement une problématique particulière, Phollus pour certains va représenter la façon dont on peut être encore coupé de certaines parties avec lesquelles on veut rentrer en contact, mais on est coupé, il n'y a pas de conscience qui s'établit de ce qu'il faudrait faire ou de ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc il n'y a pas d'action en fait derrière, d'accord ? Par contre, il y a un sacrifice du groupe, du coup comme il n'y a pas d'action, on complète, on pallie même avec le sacrifice au groupe pour ne pas avoir pu prendre de décision en fait, d'accord ? Donc il y a un côté encore inconscient et la présence de Phollus va indiquer qu'il y a un manque de prise de conscience. Donc cette conjonction Soleil-Phollus en Capricorne, elle nous indique qu'il y a un manque de conscience politique. C'est intéressant quand même. Qu'un petit astéroïde puisse nous indiquer qu'effectivement, il y a un manque de conscience et qu'il faudrait avancer pour pouvoir transformer l'essai. Donc, on est en plus, c'est pas anodin, il y aurait que ça, il y aurait que la conjonction, mais c'est opposé à la Lune, puisqu'on est dans une pleine Lune. Donc ce manque de conscience politique qui est signifié par cette conjonction Phollus-Soleil est également opposé à la Lune, dont je vous ai dit que le significateur, un des significateurs, était la foule. Or, dans le mouvement des Gilets jaunes, et la démocratie, le Cancer et la Lune, c'est la démocratie. Donc je vous ai dit que les Gilets jaunes, c'est ça, c'est qu'ils essayent de passer la démocratie et il n'y a pas de leader. Enfin, je vous passe tout le brouhaha autour de ça. Et c'est un mouvement de base qui, je dirais, est une foule. Et qui veut la démocratie. Donc on est exactement dans cet axe Cancer-Capricorne où finalement il y a une impossibilité de parler à la foule parce qu'il y a soi-même un manque cruel de conscience politique. Voilà, donc ça, à chaque fois, c'est souvent qu'on voit ensemble qu'il y a un petit astéroïde qui vient montrer finalement un détail particulier mais très intéressant sur une des problématiques qu'on rencontre. Donc, finalement, est-ce qu'on peut guérir de ça ? Non, parce que je serais tentée de vous dire que la lunaison est carrée, donc les deux, Soleil et Lune sont carrés, une conjonction Chiron-Mars en Poisson, qui va évidemment demander à ce que ce mouvement ne puisse évoluer que par l'action collective spirituelle. Ce qui est confirmé par le trigone de cette conjonction Chiron-Mars au nœud nord, de destinée collective qui est également en Cancer. Donc la démocratie est bien quelque chose qui est dans le scope. La guérison n'est pas la guérison politique, n'est pas la guérison par les institutions, c'est une guérison collective intérieure. Donc il faut changer de paradigme collectivement pour arriver à pouvoir passer le cap et à guérir. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience collective, et donc de mouvement, d'action. Mars, il est en Poisson.
Donc, pour pouvoir guérir Chiron, il y a une action spirituelle intérieure, collective. Alors, ça veut dire quoi? C'est certainement à destination de ces histoires de boycott dont on a entendu parler. C'est-à-dire que quand on veut... En plus, pour Paris, par exemple, c'est en maison 9, donc la maison de l'évolution spirituelle. Donc, ça veut dire que, globalement, on est face à quelque chose qui va devoir changer le mode de consommation, changer la philosophie de système, de fonctionnement collectif. Alors, c'est pas simple, hein, l'histoire. Par contre, effectivement, les histoires de je fais attention de la façon dont je consomme, je fais attention à ce que je remets comme déchets, je fais attention à ne pas tomber dans tel ou tel piège, je dirais, voilà, je mène des actes moi-même parce que je viens d'avoir conscience. Si tout le monde le fait, ça va faire un changement de conscience collective. Voilà, j'arrête de manger 2 fois par jour de la viande, je fais attention aux œufs que j'achète, et je me renseigne aussi, sur c'est quoi des œufs plein air, ou est-ce que c'est pareil que des œufs en liberté, etc. Enfin, il y a tout un tas de... Aujourd'hui, moi je vais vous dire, il y a tout un tas de vocabulaire à la con, entre guillemets, qui décide de ne pas être clair pour exprès, justement, nous entuber sur telle ou telle chose avec du bio, avec du machin, avec du truc. Il y a besoin de repartir sur des fonctionnements simples, avec des gens directement, des AMAP, pas des AMAP. C'est quoi une AMAP? C'est quand on fonctionne avec des coopératives de petits producteurs locaux. Alors évidemment, on va pas manger chez nous, on va pas manger de mangue tous les jours, hein. Voilà. Ok, mais d'un autre côté, si vous voulez, il y a une consommation qui doit être clairement établie avec un process vertueux. On l'avait bien compris pour le commerce équitable. Il y avait des choses qui paraissaient tout à fait saines au niveau du fonctionnement à l'étranger. Sauf que ce commerce équitable, on l'a jamais étalé et fait venir jusqu'en France. Donc du coup, enfin en Europe. Du coup, on est le jouet de tout un tas de fonctionnements européens qui nous balance finalement des obligations de consommer ceci ou cela avec des modèles que c'est bien pour nous, etc. Mon œil, voilà, tout ça, c'est effectivement à réfléchir, posément, intelligemment. C'est pas un truc qui fera en 2 jours, mais voilà, il faut réfléchir à tout ça. Donc, c'est déjà une lune qui nous indique quand même quelque chose de très particulier. Alors, pour un petit truc rigolo, j'ai regardé, je me suis posé la question de savoir s'il existait un astéroïde Mariana. Alors, il existe un astéroïde Mariana, donc que j'ai positionné et qui est finalement à 4 degrés du Gémeaux, donc qui finalement, en GMT+1, de façon très marrante, arrive en maison 11 en Gémeaux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a besoin de communication, mais elle est rétrograde. Il y a besoin de communication, il y a besoin, et il y a les carrés Nessus, donc on retrouve toujours cette trahison de Marianne et cette obligation de la mettre dans le collectif et la parole, l'échange. Intéressant. C'est toujours les histoires d'astéroïdes, mais je trouve ça toujours très marrant, donc voilà. On est toujours Soleil carré Mars, on est toujours sur de la rébellion, on est toujours sur du refus de la hiérarchie. Alors, sachez quand même que ça ne touche pas que les gens qui ne sont pas policiers et pas l'armée, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va toucher tout le monde, donc on risque aussi d'avoir des pans entiers de gens qui sont touchés par ces énergies-là, qui peuvent être dans l'armée, qui peuvent être dans la police, qui peuvent être un peu partout, d'où les mouvements qu'on commence à voir, etc. C'est normal, c'est cette façon de perdurer, de ce Mars carré Soleil qui perdure parce que le Mars a été bien rétrograde, qui nous fait ça, quoi. On a aussi donc toujours cette conjonction Mars carré Chiron, en carré donc avec la lunaison, et donc en Poisson.
Ce qui va évidemment continuer à créer une impossibilité de réagir ou d'agir de façon correcte. Neptune est également en Poisson. Donc ce qu'on cherche clairement ici, ce qu'on nous dit, c'est attention, pas d'action violente, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche l'action spirituelle, on cherche la guérison intérieure, on cherche les actions à mener sur soi pour parvenir à une évolution, à quelque chose, à un objectif de transcendance, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Et donc, via la matière, qui se fait évidemment, comme je vous le disais, avec des changements notables dans notre quotidien. Puisque, on le verra, pour Paris, on est sur un axe 6-12 par rapport à tout ça. Donc, on est sur une recherche de guérison spirituelle d'abord, sur une évolution collective spirituelle d'abord, qui doit aller transformer en profondeur les choses. C'est ce qui nous montre, et c'est aussi demandé par ce sextile à Pluton, bien évidemment de cette conjonction Chiron-Mars, sextile Pluton en Capricorne, et trigone au nœud nord, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin de lien avec l'extérieur. Hein. On est sur quelque chose où même le changement d'une seule personne va apporter un lever de voile sur l'illusion des autres par rapport à notre système et notre mode de consommation ou notre mode de réaction par rapport à certaines choses. D'accord ? Il va y avoir vraiment des éclaircissements. C'est ça que ça nous permet aujourd'hui. Ça nous permet, cette conjonction Chiron-Mars, de pouvoir aller chercher la spiritualité. Tout ça, c'est évidemment encore avancé et accentué par cette position de Uranus fin bélier, même s'il continue à être rétrograde, qui est trigone d'un côté au soleil, Phallus de l'autre côté à la lune, et qui nous dit, bah, les enfants, pleine conscience, hein, pleine conscience individuelle, ça va vous mener loin. Voilà. Donc lui, il dit pleine conscience pour que la foule d'un côté, la lune, puisse être éclairée, et de l'autre côté, pour que finalement le côté politique puisse être bénéficié aussi de ce côté, on monte les vibrations pour tout le monde, d'accord ? Et donc on trouve des solutions politiques aussi, parce que finalement la collectivité a été chercher une action spirituelle bien forte. D'accord ? Les autres aspects importants de notre lunaison. Donc, on a une conjonction Jupiter-Mercure. Donc, ici, on va dire qu'on a le pouvoir, entre guillemets, qui reprend le moral, mais c'est pas bon signe. C'est-à-dire que cette conjonction qui donne de l'enthousiasme, qui donne de la répartie, qui donne une volonté de faire les choses et un allant, peut-être même parfois de la précipitation, est complètement floutée par le carré de Neptune en Poisson. Donc ça veut dire que globalement, on se retrouve avec des gens qui vont réagir, qui vont réfléchir, etc., qui vont imaginer avoir trouvé des bonnes idées, des bonnes choses, etc., et qui, en fait, n'ont rien compris, qui sont complètement floutés par une espèce de mur d'illusion, et qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas, je ne sais pas, comprendre la vérité de ce qui est en train de se passer. Donc ici, évidemment, ça va renforcer le Jupiter-Mercure qui va être plein de dogmatisme, plein de lois, de machins carrés, où on va dire, on va vouloir rééduquer la mentalité, ce qui ne va pas le faire, évidemment. Et donc, on va en cacher la base, on va en cacher les vérités. C'est ce qui carré à Saturne. D'accord ? Donc, la communication va être bien maîtrisé par le pouvoir en place, même si, puisque c'est Jupiter, Mercure, même si on va avoir des couacs avec, dans la base, hein, avec Saturne. Très clairement, il y a quelque chose qui va fader, qui va pas pouvoir être correct, quoi, qui est contraire à la loi, contraire à l'intégrité, je serais tentée de dire, hein, voilà, à la rigueur, en tout cas, pas de rigueur.
Jupiter et Mercure sont sextiles Vesta, Lune noire. Alors là, le pouvoir en place, en tout cas l'aspect communicatif des choses, va essayer d'utiliser les peurs collectives et va jouer là-dessus pour pouvoir aller chercher encore davantage d'informations. Ça veut dire que finalement, quand nous, on va vouloir... au niveau individuel, ça veut aussi dire que vous pouvez accentuer des peurs de groupe en ayant un comportement qui va être un comportement un petit peu dur, un petit peu direct ligne, un petit peu dogmatique, hein, on va dire. Vénus est conjointe Cérès en Scorpion. Donc finalement le Scorpion c'est un signe assez magnétique dans lequel finalement Vénus est à l'opposé, mais qui va permettre d'aller chercher un côté instinctif et magnétique. D'accord. La Vénus côté conjointe Cérès en Scorpion va nous amener beaucoup de contrôle émotionnel, hein. Ça va aussi pouvoir toucher notre potentiel de régénération et ça amène aussi la notion de vérité et de récolte de ce qu'on a semé auparavant. C'est-à-dire que voilà, on estime qu'on est dans une phase de récolte, donc on va comment dire, le Scorpion c'est l'argent aussi, hein, et c'est l'argent et le pouvoir, la puissance, donc on va essayer de comprendre ce qu'il y a à récolter et qui le récolte. Voilà, donc il y a une volonté de comprendre, de savoir et de voir les tenants et les aboutissants d'un domaine qui est très matériel, hein, d'accord. Ça peut aussi avoir un côté sur le féminin, puisqu'on voit que Vénus, Cérès sont opposés à Junon en Taureau. Donc il peut y avoir aussi des histoires, même dans la vie privée, des choses où finalement on a une relation, on estime que on pourrait avoir quelque chose de beau, mais on n'arrive pas à en récolter les fruits parce qu'il y a quelque chose en face qui est très dogmatique, pareil, qui fait partie de ce qui est le mieux pour, etc., pour la façon dont ça peut fonctionner, qui s'oppose finalement à ce qu'on récolte quelque chose qui est finalement indu, hein. Voilà, donc ça peut créer finalement une certaine angoisse aussi sur le féminin, sur la relation, d'autant que tout ça c'est carré lune noire en Verseau, donc on peut avoir des angoisses par rapport à un certain nombre d'actions sur la relation, des relations qui ne peuvent pas aboutir, ou encore une fois une position du féminin qui n'est pas à sa place. On peut parler d'un certain nombre de choses, d'actions qui sont menées, qui utilisent le féminin, qui peuvent utiliser quelque chose qui va passer pour le féminin et qui n'est pas bon, qui va faire ressurgir qui va utiliser une vieille énergie pleine de mauvaises choses, qui va finalement aller renouveler des vieux karmas qui sont voilà. Ce qui est confirmé évidemment par Pallas qui est carré évidemment Pluton également, voilà. Voilà, donc ça c'est la première partie sur nos zones principales, nos énergies principales. Ensuite, on a nos fuseaux horaires. Donc, on va voir le GMT plus 1 avec Paris. Paris, mais pas que Paris. Tout le GMT plus 1, donc, qui concerne l'Europe et qui concerne le Maghreb et qui concerne tout ce qu'il y a. Puisque je vous rappelle que les fuseaux horaires sont des bandes. Et que l'ascendant va être rigoureusement à quelques degrés près la même chose, et donc va donner finalement des énergies qui seront à travailler par les populations locales et au démarrage individuel de la même façon. D'accord ? C'est comment c'est projeté sur les populations locales.
Alors ici, on a un ascendant qui en plus est en Cancer pour Paris et qui est conjoint au nœud nord. Ce qui nous indique bien cette problématique qu'on verra encore après de la Lune, qui moi me laisse une idée, je vais vous expliquer ce que c'est par rapport à peut-être la manifestation du 22, parce qu'elle aura lieu exactement en même temps, donc je voudrais être certaine qu'on n'est pas en train de remettre des choses, des strates les unes par-dessus les autres. Donc au cas où, je vais vous donner les infos que j'ai, histoire que vous puissiez vous en souvenir si jamais vous vous retrouvez là. Donc l'ascendant évidemment donc, est sur le 25 degrés 18 minutes nœud nord. Donc ici on a une évolution collective comme on l'a vu, par le changement de paradigme, par la foule, par ce changement individuel qui doit absolument être pris en compte pour pouvoir ensuite être le support de l'évolution collective. Changement de paradigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que changer, avoir conscience de ce qu'on consomme, puisque on est face à quelque chose qui s'apparente être un système dans lequel évidemment la grande distribution, par exemple, ne serait-ce qu'elle, les médicaments, les vaccins, les choses comme ça, jouent un rôle prépondérant par rapport à ce qu'on nous fait subir à nous. Mais finalement, on est un peu de la chair à canon et on sert de prétexte à tout ça pour que ça fonctionne. Pareil pour ce qu'on mange. Quand on mange, réfléchir à ce qu'on mange, la qualité de la farine. Les gens qui sont intolérants au gluten, souvent, il faut arrêter les farines de merde. Il faut déjà se sevrer de tout le gluten qu'on a dans les farines concentrées et dans les produits transformés, ne plus manger de nourriture transformée à base de plats préparés qui ont trop de sel, trop de sucre, trop de machin, trop d'additifs, etc. Revenir sur des choses que vous allez déjà cuisiner vous-même. C'est vachement meilleur, même si c'est une pizza, que vous la faites vous-même avec de la bonne farine. Ça va déjà permettre plein de choses supplémentaires qui vont être correctes. Voilà. Donc, notre lunaison a lieu au GMT+1, dans la case, dans l'axe 6-12 ans. Ce qui nous donne donc un impact sur le quotidien encore fort avec ces manifestations et cette façon de pouvoir boycotter les choses. C'est le quotidien qui nous sert de support. Hein. C'est le quotidien qui va faire que finalement on arrive à avancer. Par contre, le Saturne là-dedans, il va indiquer qu'il va y avoir des blocages et que la foule, qui est la Lune en 12, va être complètement bloquée dans sa demande, dans son cheminement et dans ses revendications. D'accord ? La Lune en 12, elle est clairement enfermée dans quelque chose qui est caché. On a remis le couvercle dessus. Hein, et c'est une épreuve. Attention, la Lune en 12 à cette place-là, c'est une épreuve. D'accord ? C'est pas n'importe quoi, c'est une épreuve. Voilà. Donc, on est sur quelque chose qui va aller vers des préoccupations quotidiennes et qui va demander, finalement, avec ce Mars qui rond en 10, à ce qu'on modifie nos objectifs et ce qu'on modifie nos focus. D'accord ? Uranus en 10 en Bélier indique que il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'explosion individuelle. D'accord ? Quelque chose qui va au niveau collectif, au niveau politique, au niveau... il y a quelque chose d'individuel qui n'a pas vraiment été cerné, qui va... Poum ! Poum ! Donc attention, hein, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention où on va. Voilà, donc là, on est sur toutes ces habitudes, le 6,
c'est nos servitudes aussi. Donc on est dans la servitude de supporter les choses qui sont fausses. Hein. On est par rapport à tout ça sur des obligations d'aller au-delà des choses, c'est-à-dire qu'il y a de la résistance, hein, beaucoup de résistance, et on est sur des servitudes qui sont organisées par le système lui-même. D'accord? Donc, on est maintenu dans le flou, donc ce qui est caché, et on subit collectivement une épreuve, sans y trouver la lumière qu'on a recherchée. Pourquoi? Parce que la lumière qu'on a recherchée, elle n'est disponible que individuellement dans un premier temps et collectivement ensemble avec une modification, une prise de conscience générale, plus globale. Mars qui en conjoint milieu du ciel, ça doit indiquer que chacun de nous doit vraiment se guérir intérieurement, d'accord, via ses actions spirituelles, d'accord, qui est renforcée par la position du Neptune en 9, en Poisson. Junon est en 11, qui va nous indiquer que l'idéal doit être repensé pour le bien du collectif, le bien-être du collectif, d'accord. Et puis Uranus, il est toujours opposé à Pallas, donc on a quelque chose qui est anti-dissuasion. Il y a quelque chose qui est dans la stratégie, qui est ça va être bousculé, d'accord, pour garder le pouvoir. Il y a quelque chose qui va être bousculé au niveau politique ou individuel. On est dans... Alors, la conjonction Mercure-Jupiter va en Sagittaire en 5, va nous aider à comprendre finalement, il y a une trahison du pouvoir en place puisque c'est carré Nessus, mais ça va renforcer aussi le pouvoir en place et ça va construire une communication qui sera complètement floue et qui sera complètement, je dirais, pas suffisamment bonne. On a les peurs collectives, donc avec la lune noire en Verseau, qui vont être aussi réactivées. Donc attention, on va reprendre tout à l'heure en plus avec la numérologie de la lune, puisque c'est aussi la lune qu'on va trouver en numéro, pour notamment cette manif certainement du 22, d'accord, à Paris et en province. GMT moins 10. GMT moins 10, donc Hawaï et Tahiti. Alors d'abord, bravo à Miss Tahiti. La pleine lune, 22-12 à 7h50 du matin, ascendant 3 degrés 24 minutes Verseau. Ce qui nous donne finalement un axe inversé de 6-12, puisque c'est plus soleil en 6, lune en 12. Ici, c'est le pouvoir qui est caché et la lune qui est finalement dans le quotidien. Donc on passe à de l'évolution possible directement collective dans le quotidien. La vie quotidienne va être donc chargée, hein, et il va y avoir beaucoup de relations, il va y avoir beaucoup de mouvements qui va rendre les choses, les prises de conscience favorables, d'accord. On va pouvoir se questionner sur diverses choses. Il va y avoir beaucoup d'agitation, beaucoup de foule, beaucoup de questionnements sur les enfants, la maternité, etc. Le côté à Mars, carré Mars, va amener, comme je vous le disais tout à l'heure à propos de l'estomac, un côté inflammatoire assez important. D'accord? Donc ça peut se traduire aussi avec cette lune en 6 par des maladies auto-immunes dans le coin qui se redéclenchent. D'accord? Et donc ça peut évidemment impacter la santé et ou l'alimentation. D'accord? Le côté matériel qui est en Neptune en 2, en Poisson, va se retrouver flouté. Donc ça va être très diffus. On va pas, voilà, il va y avoir quelque chose de très émotionnel sur le côté matériel. D'accord?
Donc on va avoir aussi une communication qui va être très parcellaire, d'accord, et qui va avoir tendance aussi à être prise en charge par autre chose. C'est-à-dire qu'on a Uranus qui va à la cuspide de 4 dans le fond de ciel, qui va, donc une communication quasi absente, des informations qui seront plus disponibles via l'intuition, etc. Une espèce d'explosion de prise de conscience familiale au niveau de l'histoire qui peut amener beaucoup de choses cachées à se remettre en lumière, puisqu'on a un Saturne, un Pluton, un nœud sud, qui sont tous en Capricorne en maison 12. Donc on peut vouloir continuer à faire le contrôle et la mainmise sur les acquis, mais ça va devenir de plus en plus compliqué, et parce que justement les gens vont de toute façon se détourner et se consacrer beaucoup à ce qui se passe au niveau familial. Californie, Yellowstone, Mexique, -7. Donc on a vu cette grosse explosion du volcan. On est sur une pleine lune le 22-12 à 10h50, ascendant 21 degrés 12 Verseau. Donc on est sur nœud sud, Vesta, lune noire en maison 12. Donc on a bien plein de peurs collectives qui finalement vont amener à ce qu'on se pose des questions sur le matériel finalement. Comment est-ce qu'on va vivre de façon individuelle? Comment on peut se projeter par rapport à des peurs, par rapport à des angoisses, par rapport à des dangers? D'accord? On est en danger. Alors là, on a une communication étatique qui va prendre le relais assez rapidement, mais qui va se retrouver très controversée. D'accord? Et les gens vont faire encore certainement un grand bond en avant en comprenant intérieurement qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau spirituel, au niveau décodage et décryptage intérieur pour arriver à avancer correctement. D'accord? Donc ça, c'est important. D'anciennes affaires aussi peuvent évidemment sortir avec voilà. On a une censure de l'information qui peut également être commencée à rentrer dans l'histoire. En tout cas, on a une communication qui n'est pas forcément limpide. D'accord? Il y a des choses qui sont... voilà. Québec. Donc GMT-5. GMT-5. Nouvelle pleine lune. Qu'est-ce que je raconte? Pleine lune à 12h50 le 22, ascendant 3 degrés 41 minutes. Taureau, donc conjoint Uranus. Donc ça veut dire que on continue au Québec à pouvoir avoir de la conscience de ce qui se passe, notamment au niveau politique, notamment au niveau familial. On commence à comprendre les choses qui doivent se faire aussi collectivement, même si l'action collective est quand même toujours un petit peu réservée. On arrive malgré tout à comprendre comment on peut s'organiser pour maintenir, pour faire et pour avancer sur des choses collectives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau collectif aussi, du coup, le fait de comprendre comment ça marche et d'avoir la conscience de ce qui se passe génère des peurs quand même qui sont assez répandues, mais qui sont prises en charge par, je dirais, cette évolution, cette volonté de comprendre, même s'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de communication. On commence à avoir des groupes de parole, je pense, qui ont du mal, mais qui vont arriver à pouvoir libérer un certain nombre de prises de position, de prise de conscience, en fait. On va pouvoir aller dans des choses petit à petit qui vont se libérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal, d'accord? On peut avoir l'impression qu'il y a une rupture de quelque chose, parce que là, cet Uranus, il est vraiment en rupture, hein, mais il va indiquer que c'est pour le bien, pour le mieux, et pour les partenariats, pour avoir la vérité des choses. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse.
D'accord? C'est comme ça que c'est plutôt intéressant. Guadeloupe, Martinique, GMT -4. Donc on est sur une pleine lune le 22-12, 13h50. Ascendant toujours 3 degrés taureau. C'est ce que je vous disais, hein, 4-5, des fois c'est un peu, pareil. Donc on est sur l'ascendant qui est donc conjoint à Uranus. Donc il y a beaucoup de possibilités aussi de prise de conscience et de modification des objectifs personnels. On va revoir les anciens buts, on va réussir à s'en détacher et on va aussi également traiter la nouvelle forme de famille qu'on va vouloir avoir. De même les nouvelles racines, de même les choses qui vont être dans une optique d'évolution vont être plus facilement intégrées. On va pouvoir communiquer sur un certain nombre de prises de conscience, même s'il y a encore beaucoup de résistance, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer et ça peut prendre de nouvelles formes. L'entourage peut aussi, au niveau individuel, on peut être des groupes de femmes, par exemple, ou des cercles de femmes de parole ou de choses comme ça. On peut avoir une communication un peu obscure au démarrage, un peu ésotérique, qui va trouver finalement une place à la fois dans le quotidien et dans les objectifs, voilà, mais qui peut se révéler être anxiogène. D'accord? Donc on peut avoir des gens qui vont essayer de communiquer quelque chose, mais de façon collective et anxiogène. D'accord? Donc, on tente de dissimuler quelque chose au collectif, et puis au niveau individuel, oui, des partenariats doivent être surveillés, ils doivent être dans le vrai, hein. Donc, parce qu'ils peuvent parfois être assez peu lisibles, hein, au démarrage. Donc attention, on fonctionne par rapport à ce qui est vrai, on ne fonctionne pas par rapport à ce qui devrait être vrai. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. On passe direct à la réunion GMT +4. Donc là, on a une pleine lune à 21h50, ascendant 15 degrés Lion. Donc ici, on va, donc le nœud nord est en 12 et la lunaison est dans l'axe 5-11. Donc là, on va chercher les vraies valeurs et la position du collectif. On va chercher à ce que la foule puisse s'exprimer en démocratie. On va chercher à ce que finalement l'action spirituelle collective puisse s'organiser, même si elle reste encore très ésotérique. D'accord ? Dans le quotidien, on peut avoir quand même des choses qui doivent être transformées parce que ça génère un petit peu d'angoisse. Bonne communication en règle générale, on arrive à passer par des voies un petit peu détournées, des choses un petit peu originales. Il y a des consciences qui se font bien. Par contre, on peut avoir, quand les choses ne marchent pas comme on veut, on peut avoir des débordements émotionnels collectifs qui vont entraîner des remises en cause, d'accord, et des actions pour justement tenter de s'aligner sur ce qu'on souhaite avoir. Donc, il va y avoir une définition plus précise des objectifs et des objectifs idéaux dans lesquels on aimerait bien aller. Donc, c'est bien ça. Au niveau quotidien, donc évidemment, on risque d'avoir une baisse du confort. On attend une transformation, on appelle le collectif à réfléchir sur toujours cette évolution groupée. Voilà, il y a des dialogues familiaux qui peuvent être tout à fait bons. Attention à ne pas intégrer tout le monde, hein, les partenariats autour ou les remariages ou les machins comme ça n'ont rien à faire là-dedans parce qu'ils ne vont que flouter les bases de communication sur les racines, hein, puisque c'est ça qu'on cherche. Les opérations chirurgicales, attention, hein, parce que là on est sur des choses qui peuvent être un petit peu olé olé. Tokyo, Indonésie, Japon.
Alors là, on part sur une pleine lune qui sera le 23-12 à 2h50 du matin, ascendant 9 degrés 58 minutes Scorpion, donc conjointe à Vénus Cérès. Donc là, c'est l'aspect matériel évidemment qui est mis en avant, d'autant qu'on a Jupiter-Mercure en Sagittaire en 2. Donc on recherche toujours la vérité là. On va aller chercher des aspects légaux. On va aller chercher ce qui est lié effectivement à la communication, à l'honneur, avec Jupiter en maison 2 en Sagittaire, ce qui est lié à la banque, ce qui est lié à l'argent, ce qui est lié à l'économie. On peut encore aussi parler de suite de l'affaire Renault ou de choses comme ça. En tout cas, ils sont très à cheval là-dessus. Et la fin de l'impact que ça a eu n'est pas encore terminé, je pense. Hein. On a Saturne en 3 qui rend extrêmement compliqué la communication et surtout très laconique. Hein. On a d'autres affaires collectives qui peuvent aussi voir le jour dans cette sphère-là. Et qui peuvent bouleverser considérablement le quotidien. D'accord ? On a un Uranus en 6 qui peut amener des prises de conscience dans le quotidien qui vont être compliquées à gérer et qui vont faire basculer, je dirais, la foule ou vers quelque chose qui va pas plaire. Hein, voilà. Donc on peut être secoué dans le quotidien un peu violemment dans les fondements et remettre en cause, du coup, avoir quelque chose qui va pas aller. Voilà, il y a trop de... Voilà, c'est vraiment... on est touché, dans les aspects matériels, on est touché dans la population par quelque chose qui soit une prise de conscience, soit un événement qui va bousculer énormément les choses et qui va ramener une absence de guérison possible tout de suite. D'accord ? On va se dire, les gens vont se regarder en disant mais comment est-ce qu'on peut se remettre de ça quoi ? Et bien si, par la démarche collective et groupée. Et enfin, Nouméa. Nouméa, GMT plus 11. Pleine lune le 23-12 à 4h50. 25 degrés 45 Sagittaire. Donc quasiment... sur Soleil Phallus, donc dans l'axe de la lunaison. Donc ici, on peut dire que les décisions politiques se font à l'étranger, hein, Jupiter et Mercure en maison 12. C'est une grande obscurité, les choses sont complètement cachées. Il y a un côté matériel qui est excessivement pesant et qui n'est pas ce qu'il devrait être, c'est-à-dire qu'il est complètement substitué aux gens. Et qui appelle à être transformé. D'accord ? Sur le plan familial, on peut très bien être très en désaccord avec tout un tas de choses et de spiritualité, de religion et de façon de faire au niveau des racines, au niveau de la source, au niveau de ce qu'on sait. Et ça peut devenir une source d'incompréhension. D'accord ? Mais on peut aussi utiliser ça pour aller vers plus de compréhension et plus de justesse pour arriver finalement à comprendre ce qui est derrière. La justesse d'une apparente injustice, c'est ce qu'on verra justement avec la lettre hébraïque Tzadé, qui est exactement ça. Donc ici, on peut avoir aussi des ruptures affectives. On a Uranus en 5 qui peut, de façon abrupte, aller complètement... se mettre dans des choses pas nettes au niveau du féminin. D'accord ? On souhaite quand même aller vers une construction solide et on est toujours porté à comprendre la vérité du collectif et à pouvoir apporter quelque chose, soit au niveau... voilà, il faut qu'on se sorte des banques, là, il faut qu'on se sorte du matériel qui est pourri, du système qui ne rend pas les services qu'il devrait rendre. Et donc ici, ça pose tout un tas de problèmes, mais il y a une prise de conscience d'un certain nombre de valeurs qu'on veut garder. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était les fuseaux horaires. Maintenant, la numérologie. Alors, la numérologie... quand on regarde 22-12-2018, ça nous donne
4, 4 plus 3 plus 2, entre guillemets. Donc ça serait le 9, mais en fait, comme on ne peut pas, puisque c'est des maîtres nombres, on retombe sur le 18 de la Lune. D'accord? Donc la Lune, qui nous rebascule sur notre pleine Lune en Cancer, finalement. D'accord? Donc, cette pleine Lune du 22, elle nous parle évidemment toujours de réceptivité, d'intuition, d'imagination, d'inconscient. On revoit le monde nocturne. D'accord? Elle a lieu à 17h50. Donc ici, il fait nuit. Elle nous parle de cycle. Comme on l'a vu, on est sur le solstice également qui nous parle de cycle. D'accord? Des autres cycles aussi biologiques féminins. Donc en fait, on est sur 2 lignes de temps qui se croisent. Une ligne de temps de l'humanité, avec la Lune, une ligne de temps de Gaïa avec le solstice. Donc ça, moi je pense que ça indique un point, un jalon quelque part. Il y a quelque chose qui est important là-dedans. On est sur donc une évolution nécessaire qui va finalement se matérialiser sous forme d'étapes, de jalons intermédiaires si vous voulez. La Lune, évidemment, c'est toujours le couple Lune-Terre, finalement, dont elle est le satellite un peu captif, on va dire. Donc, il y a un lien, une espèce de lien inconscient qui unit les deux. La Terre va être le côté nourricier de l'humanité, de façon extérieure, alors que la Lune va nous basculer sur un côté complètement inconscient et qui va amener une abondance finalement de choses qu'on ne contrôle pas toujours. D'accord? Et ça, c'est émotionnel également, puisque c'est du domaine de l'eau. Donc, il y a aussi autre chose au niveau de cette Lune, c'est qu'elle diffuse de la lumière qui n'est pas la sienne, qui est un reflet. Donc, qui dit reflet, dit évidemment symbole du mensonge, symbole de l'illusion, symbole du mirage, symbole d'une réalité frauduleuse, trompée, trompeuse. Et l'aspect évidemment nocturne, de nuit, favorise encore le fait de ne pas voir vraiment, de ne pas comprendre et de ne pas s'impliquer dans quelque chose de clair, tout simplement. La nuit favorise évidemment aussi l'émergence de peurs inconscientes et même transgénérationnelles, de choses qui sont depuis la nuit des temps engrammées dans notre corps et dans notre ADN. Et donc, on a des choses qui reviennent de façon cyclique aussi. La Lune, c'est également donc le 18. Le 18, c'est au démarrage un nombre qui va prendre sa source dans le 9. Le 9 de l'ermite. Cet ermite qui va chercher à comprendre finalement quelle est sa lumière intérieure et quel est son cheminement intérieur pour évoluer seul. D'accord? C'est la seule réalité qui tienne pour l'ermite, c'est sa lumière intérieure, c'est celle qu'il a trouvée, c'est celle qui s'est allumée. D'accord? Parce que l'extérieur n'est pas la réalité. L'ermite chemine dans le noir. Et il a juste sa lumière intérieure et son bâton, je vous mettrai le truc, pour avancer avec sa sagesse intérieure. D'accord? Cette ermite fait aussi écho à la couverture de The Economist dont beaucoup parlent également, avec les gilets jaunes qu'on voit dans le bas, et The Hermit avec sa lanterne The Hermit en rouge, qui évidemment regarde les gilets jaunes aller tout droit dans le ravin, puisque c'est la suite logique de la carte.
attention, ce 18, quand on le prend en 1 en 8, c'est je m'implique pour solder le karma du 8. Je m'implique pour la justice. D'accord? Donc il y a une notion aussi avec ce 8, il y a une notion de nettoyage karmique. Il y a une notion de nettoyage de l'égrégore, il y a une notion de nettoyage des schémas. Qui dit nettoyage dit qu'on a compris ce que c'était, qu'on a pu s'en, comment dire, en prendre conscience. D'accord? Donc, l'écrevisse du fond du bassin qu'on voit, c'est la chose noire dans l'eau stagnante destinée à faire le nettoyage. On est bien d'accord. Donc le 8, il apparaît au niveau de notre écrevisse. D'accord? Qui mange le pourri et qui laisse le reste. Donc ici, on a ce 8 qui va appeler également dans la lune à aller chercher notre part de justesse, de justice divine. D'accord? Et donc, on a aussi d'autres choses qui sont l'enlisement de l'esprit dans la matière. Ça, c'est certaines personnes, certains maîtres du tarot, entre guillemets, qui prennent l'eau stagnante et donc, comme finalement, comme occupation matérielle forte de la carte, et qui parle justement, comme c'est dans le bas, de l'esprit qui tombe dans cette eau stagnante et qui s'enlise en fait dans la matière. Chez d'autres, évidemment, elle va aussi parler de déclin, puisque avec cette histoire de cycle et de décroissance du croissant, on va avoir évidemment cette notion de déclin. Bon. Du côté de notre image de la Lune, on a toujours pour cette Lune donc de numéros et à la fois d'astro qui se répondent de façon assez importante, parce que l'ascendant est en plus là-dessus, que le nœud est en plus là-dessus, enfin, ça fait beaucoup. On a donc, dans cette image de la Lune, comme vous pouvez le voir, une espèce de droite. On a deux chiens qui se font face, on sait que ces deux chiens, ce sont deux affrontements. Alors on peut dire que ce sont l'affrontement du bien et du mal, du machin, etc. En tout cas, c'est de l'affrontement dans un décor de ville. Dans le fond, on voit une tour à gauche qui est ouverte, une tour à droite qui est fermée. Alors la tour à droite, c'est ce dont on n'a pas encore conscience, bien évidemment, et la tour à gauche, c'est finalement la part de schéma et de fonctionnement dont on a pris conscience. Tout est en jaune, donc tout est matériel, et la Lune, elle a aussi ce côté où elle regarde vers le passé, évidemment, avec cette espèce de personnage, et on a une espèce de bassin, on voit rectangulaire. Donc il semble qu'il y ait un affrontement au-dessus d'un bassin rectangulaire lors d'une pleine Lune. Donc de bol, c'est exactement là où on est. Et à Paris, il y a des lieux qui sont comme ça. On a, par exemple, direction Pont Alexandre III, quand on remonte vers le Trocadéro et le Palais de Chaillot, en haut, on a le bassin avec les fontaines, etc., qui est rectangulaire, et ça donne exactement cette impression-là. On a également, moi, à ma connaissance, le bas du parvis de la Défense, où on a un grand bassin rectangulaire comme ça, et l'Arc de Triomphe est dans le dos, et où on a toutes les tours de la Défense qui sont comme ça jusqu'à la Grande Arche. Donc cette zone-là, cette image-là, elle existe à Paris. Ma question est, l'écrevisse est en dessous. À chaque fois, dans les deux cas, il y a un métro qui est en dessous. Les gouttes que vous voyez vont sur la Lune. Alors, la position d'Uranus nous laisse dire qu'il peut y avoir des choses qui remontent, qui explosent, qui machin. Donc, voilà, il faut vraiment être conscient que cette pleine Lune, il y a quelque chose de très étrange là-dedans. Donc il faut essayer nous de voir, on n'y est pas, donc il faut prendre toutes les précautions qu'il faut pour ne pas traîner là où il ne faut pas traîner. En tout cas, il y a quelque chose de dissimulé là-dedans qui fait qu'il faut qu'on s'en méfie tous. Voilà, c'est ce que je voulais vous livrer, puisque j'en ai fait quand même pas mal, et je trouve que celle-là est particulièrement étrange.
Au niveau du corollaire de l'être hébraïque, on a Tsadé qui directement est en valeur 90, qui représente aussi le collectif avec le verso, et qui va nous parler de justice, notamment de justice divine et d'injustice. C'est-à-dire que Tsadé va nous dire vous avez l'impression que vous vivez une injustice, mais en fait, il y a quelque chose de plus grand que vous qui est en train de vous amener vers la justice. Voilà. D'où une réconciliation qui est obtenue avec cette lettre, qui est le mariage notamment du féminin et du masculin avec le Noun et le Yod. C'est-à-dire qu'au démarrage, le Tsadé, il a les deux pans qui ne se regardent pas, ou qui sont comme ça, je ne sais plus. Et après, on a, une fois que la réconciliation est faite, les deux parts de nos polarités se regardent, d'accord ? Le Noun et le Yod, et on peut les couronner, c'est-à-dire les unifier pour la grande réconciliation. Tsadé donc va nous demander de reconnaître la justesse de ce qui est vécu, de nous proposer d'expérimenter des choses qui peuvent nous mettre dans la difficulté, mais qui vont être finalement, qui vont donner sens plus tard à quelque chose qui va être plus grand. D'accord ? Donc, c'est un accomplissement, au fait, qu'on va nous proposer. D'accord ? Ça nous engage à nous préparer à quelque chose de plus grand que nous. Voilà, donc, je retrouve plus le Zohar. Mais globalement, ça nous libère des émotions négatives. Ça agit sur les rapports de force en libérant les émotions négatives et les anciens schémas karmiques. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très positif dans cette réconciliation des contraires. Voilà. On va regarder la troisième partie. Alors, cette troisième partie... Je me suis longtemps demandé si j'allais faire une troisième partie destinée au boycott, à la façon d'organiser la prise de conscience collective. Et en fait, je préfère dans un premier temps vous expliquer qu'à chaque époque, il y a eu, que ce soit une histoire de propagande ou de discours, du pouvoir en place pour, je dirais, enfumer un petit peu tout le monde. On a toujours connu ça, même dans des contextes particuliers, et notamment des contextes socio-culturels et religieux qui, par exemple, au niveau... c'est pour ça que j'ai pris un tableau qui est en plein milieu des guerres de religion entre protestants et catholiques, et qui va vous montrer à quel point finalement les choses n'ont pas beaucoup changé. Alors bien évidemment, on parle nous en France de ce côté Catherine de Médicis qui a fait, ma foi, je ne sais pas si on peut la considérer comme Monsieur Macron, mais en tout cas, elle n'a pas démérité au niveau de la manipulation du pouvoir. Alors, aujourd'hui, on est en train de parler de chaos, d'émeutes, etc. Beaucoup ont évoqué la lutte permanente du mal contre le bien. Et ici, on est toujours sur la fin des temps. Et comme je vous avais montré un Christ Pantocrator à partir de la lame du monde, aujourd'hui, on va parler de... la grande révolte du paradis qui commence et qui finit pareil en fait. C'est-à-dire qu'on a au démarrage des anges déchus et qui sont déchus de façon un petit peu particulière. L'histoire dit que finalement dans la tradition juive ou païenne, on a des similitudes un petit peu
un petit peu troublante, parce que c'est un ange déchu, c'est un ange exilé, qui est puni, donc qui est banni, en fait, pour sa rébellion contre Dieu. Donc le plus connu, on va dire que c'est Lucifer, qui finira, quand il perd son émeraude, par s'appeler Satan. Et finalement, on va assez peu trouver de récits sur la chute du paradis, à part dans les évangiles apocryphes. Donc dans la tradition juive, dans un premier temps, on va tomber sur finalement une mythologie juive qui va parler de Grigori, qui sont des êtres célestes, qui sont finalement descendus sur terre pour surveiller les hommes, mais finalement qu'on finit par zioter les femmes des hommes et qui ont eu des enfants avec, qui s'appellent les Néphilim. Donc, on a cette problématique d'exil et de faute et de bannissement à cause finalement d'un mélange de populations. D'accord ? Dans le livre d'Isaïe, on a également une autre optique qui est l'orgueil, hein, un des 7 péchés capitaux, on le sait, qui est que finalement la volonté d'égaler Dieu, qu'on retrouve aussi dans la problématique de la tour de Babel, et voilà, qui va justifier le bannissement. Et puis on a un livre que j'aime bien, qui est le livre d'Enoch, où finalement la notion d'ange déchu provient vraiment de lui, puisque le livre d'Enoch est considéré comme un des évangiles apocryphes principaux. Donc apocryphes, je vous rappelle que ce sont les évangiles qui ont été rejetés par l'Église, mais qui ont de toute façon eu une influence sur la tradition, on va dire, chrétienne, de façon importante. D'accord ? Et finalement, Enoch explique que la chute des anges a été provoquée par finalement l'envie des anges de pouvoir être ou faire des enfants avec les filles des hommes. D'accord ? Et donc, il y a eu, je dirais, une espèce de ligue entre ces anges qui n'étaient pas faits pour ça, qui n'étaient même pas là, et qui ont donné naissance avec les filles des hommes aux géants, qui faisaient donc 3000 coudées et qui étaient trop gros et qui dévoraient tout. Alors ça nous rappelle un petit peu de façon païenne la mythologie grecque et la mythologie latine, romaine, qui nous parlait de dieux géants, hein, Jupiter et les autres, sur l'Olympe, qui étaient très grands et qui avaient besoin, qui se comportaient mal et qui avaient besoin de tout un tas de choses et qui se vengeaient, c'était Dallas. Et donc, ça prouve, dans une autre tradition, on décrit ça, d'accord ? Et donc, finalement, ce qu'on raconte, c'est encore assez proche de la mythologie païenne, puisque ces anges déchus, dans ce livre d'Enoch, ont appris aux femmes avec qui ils s'étaient mariés la botanique, l'usage des drogues, et chaque ange a transmis finalement aux hommes son savoir particulier. Donc, la métallurgie, la fabrication des armes, la botanique, les exorcismes, la magie, la sorcellerie, l'astrologie, etc., etc. Donc on a eu une ligue d'anges qui ont été évidemment complètement bannis par la suite, puisqu'il y a une faute au démarrage, qui est une faute sexuelle, qui a été complètement à l'origine de cette problématique. Alors, on a ensuite, donc, les catholiques ont rebasculé plutôt sur la chute due à l'orgueil d'abord de Lucifer, et on est sur ensuite la bataille, la première bataille, où finalement on se retrouve avec Michael qui doit aller raisonner Lucifer, et donc ils finissent par se battre.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Lucifer était, son nom même, c'est le porteur de lumière. D'accord? Et ce porteur de lumière, que ce soit en grec ou en latin, il était dit que c'était le plus beau des anges, que c'était celui finalement presque Dieu préféré au démarrage, que c'était le plus puissant, et qu'il est couvert de pierreries, de diamants, etc. Et il a une grosse émeraude sur le front. Et cette émeraude, en fait, sa couleur et sa nature lui permettent d'être cette couleur-là, lui permet d'être une couleur médiane finalement entre des couleurs qu'on va qualifier d'exothermiques, qui sont évidemment le rouge, l'orange et le jaune, donc ce qui correspond même dans le tarot au jaune à la matière, d'accord, donc aux couleurs de l'incarnation, et qui vont être baladées en face par des couleurs endothermiques, donc froides, bleu, indigo, violet, d'accord, qui vont être associées évidemment au plan céleste. Donc ça va, la fusion de ces couleurs-là permet l'incarnation des énergies subtiles dans la matière. Donc, Lucifer porte cette lumière qui a été créée à l'image de Dieu sur son front. Et sur son front, évidemment, cette émeraude symbolise l'unité de ces couleurs et de cette incarnation qu'il porte. Donc, quand il finit par se battre avec Michael, l'émeraude se détache. Elle tombe, elle se casse et elle disloque les différentes couleurs subtiles et matérielles, et finalement il ne reste qu'avec ces prérogatives carrément d'humain entre guillemets qu'il a eu, d'accord, et finalement il va il n'y a plus de fusion dans ces énergies-là. Donc il va lui rester ses défauts et ses difficultés énergétiques et ses basses fréquences qu'il avait développées. Il ne lui reste plus que ça. Donc en fait, ensuite, avec cette émeraude tombée, évidemment, cette émeraude, elle est à l'origine de plein de choses. Elle est à l'origine de cette légende qui veut dire que cette émeraude, elle a été recueillie par des marins, d'accord, qui l'ont taillée en 144 facettes, d'accord, 144 facettes qui, bien évidemment, vont faire la coupe du Saint Graal, qui va être offerte au roi Salomon par la reine de Saba, et qui vont évidemment, dans lequel on va recueillir le sang et l'eau du Christ, d'accord. Donc, finalement, le Saint Graal, après, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est devenu quelque chose de très... Il n'y a qu'à regarder le Da Vinci Code, voilà. Mais on est finalement toujours à travers... Il est un symbole d'un cheminement, d'accord. Les 144, si on regarde 144, on retombe sur le 9 de l'ermite. Aussi, donc, par réduction théosophique, associé à la lune, qu'on vient de voir. D'accord? Qui va dire, donc, que cet esprit est devenu, cette personnalité est devenue le reflet d'un grand esprit. D'accord? Alors, les 144, on en a plein, hein. Les 144 000... On a la muraille de Jérusalem céleste qui est de 144 coudées. Voilà. Donc on est sur des multiples de 12. Que je vous avais expliqué à un moment donné que 12 c'était le vrai cycle. Les 12 apôtres, les heures, les signes du zodiaque, etc. C'est un cercle, un cycle complet. Vraiment. Et 9, donc si on reprend ces 144 sous la forme de la source énergétique 9, eh bien c'est la fin du cycle, d'accord, et c'est donc on recommence quelque chose de nouveau, d'accord. Donc
le 9 donc, va accélérer finalement quelque chose qui va renaître. D'accord, notamment chez les Égyptiens, elle était associée à Sérapis, qui était symbole de vie et de fécondité. Donc, on se retrouve avec, petite parenthèse sur l'émeraude, parce que c'est intéressant de voir toutes ces facettes et ce lien avec la lune, toujours. Donc, de toute façon, depuis qu'il a désobéi, Lucifer, son sort, lui, il est vissé, quoi. On n'est plus, même si on est en permanence sur la bataille du bien et du mal, finalement au temps apocalyptique, donc eschatologique, comme on dit, comme je vous avais dit, on revit la bascule du démarrage de la chute, puisque ils se sont remis et que il y aura de toute façon à nouveau un combat. D'accord? Alors quand on regarde ce tableau de Bruegel l'Ancien, donc c'est un tableau de 1562. Et 1562, qu'est-ce qui se passe en 1562? 1562, on est 40 ans après que Luther ait commencé à proclamer ses thèses, hein, à Wittenberg, et ses écrits, et qu'il ait été condamné pour ça, d'ailleurs, ce protestantisme, en 1521. On est sous une époque, juste après la répression d'Henri II, de 1540 à 1550 à peu près, qui a commencé à faire des procès en hérésie. Alors, on a toute la tripatouillage François II, Charles IX, etc., avec leur mère affreuse Catherine de Médicis, qui vont, et la reine Margot, leur sœur. Donc, je vous invite à revoir ce très beau film sur la reine Margot, pour arriver jusqu'à Henri IV. Mais ce qui nous intéresse, c'est la Saint-Barthélemy, le 18 août 1572. D'accord? Ici, les protestants vont être considérés comme le diable. Donc dans ce tableau qu'on va voir, on considère finalement que la chute des anges déchus qui vont se transformer en tout un tas de monstres, eh bien c'est le discours qu'on va montrer aux gens pour leur montrer que si ils abjurent et qu'ils passent à une autre religion, eh bien on va leur faire subir quelque chose d'horrible et que eux-mêmes vont aller pourrir en enfer. Donc qu'est-ce qui se passe à la Saint-Barthélemy? On a tellement bien tripatouillé le discours contre les protestants, et bien qu'on a un carnage. On a à peu près 10 000 morts. On éventre à Paris les protestants pour enlever le diable du ventre, d'accord, où il se cache, d'accord. Donc c'est absolument horrible. On va, grâce à Henri IV, pouvoir signer l'édit de Nantes en 1598, qui sera évidemment révoqué par Louis XIV bien après. Donc on voit que les choses sont cycliques et que voilà. Alors prenons ce tableau de la chute des anges rebelles comme c'était un discours politique. On est d'accord, même si c'est religieux, à l'époque, le religieux et le discours politique étaient liés. Et donc en 1562, donc ce tableau est à Bruxelles, hein, au musée royal des beaux-arts de Belgique. Il fait 162 sur 117 cm. Et Bruegel donc, est un peintre des Pays-Bas qui est à peu près né en 1525, qui est influencé par Jérôme Bosch, de la génération précédente, dans ce qui est les petits personnages, le réalisme outrancier, etc., etc. Et surtout les monstres. Le fait de prendre un personnage, de le déformer pour lui donner un aspect monstrueux et de le mettre dans une scène religieuse pour montrer à quel point le manque de foi ou de suivi des Écritures peut amener finalement à devenir, à se transformer même physiquement et atteindre le diable. D'accord? Donc ici, ce qu'on voit, c'est un combat entre les anges qui sont restés fidèles à Dieu et
les anges rebelles qui tombent. D'accord? Donc on a une espèce de caricature. On voit en haut le côté angélique avec le paradis et le soleil derrière. Donc on voit Michael au centre du tableau avec son armure scintillante qui indique sa royauté, qui a son pied droit sur le dragon, donc sur le diable, puisque une fois que Lucifer a perdu son émeraude, il s'appelle Satan. Il n'a plus rien d'un ange, il n'a plus que sa puissance. D'accord? Il garde quand même une certaine puissance matérielle. Il est actif sur la matière. Et donc, on voit dans ce tableau, plus les côtés, plus on se déverse et on va vers le bas du tableau, plus le bas du tableau est sombre, et plus évidemment les monstres, les anges se transforment en monstres et vont atteindre un niveau de monstruosité et d'horreur qui est lié au diable et à l'enfer, pour faire peur aux gens, on est bien d'accord. Ces créatures monstrueuses, elles étaient prises, elles n'étaient pas prises n'importe où, c'est-à-dire qu'elles avaient une espèce d'écho dans le cerveau des gens, puisque c'est l'époque aussi où on avait les cabinets de curiosité et où finalement il y avait eu la découverte aussi du nouveau monde. Donc on avait plein d'espèces de poissons, de papillons, de mollusques. Là-dedans, il y a des mollusques, des poissons, des crustacés, des tas de choses qui sont prises donc à ces cabinets de curiosité qui souvent dans les milieux bourgeois ou pas que, dans les villes, montraient aux populations le caractère monstrueux des choses et des espèces et des choses comme ça. Et donc on collait cette espèce de monstruosité pour dire que finalement on allait, on la collait à l'idée du diable. D'accord? Donc au centre du tableau, encore une fois, Michael qui lève son épée, d'accord, et qui se protège de son bouclier. Ça, c'est typiquement le symbole eschatologique de la fin des temps. D'accord? Donc on a un signe de départ qui est la chute des anges primordiale, et on a fait un cycle, encore une fois, puisque c'est le dernier combat. D'accord? Donc on a réuni deux récits bibliques de démarrage et de la destruction des temps, de fin des temps, mais finalement on est sur un cycle qui paraît avoir finalement ne pas eu de temps entre les deux. Donc toujours cette problématique des lignes de temps qui parfois qui peuvent ne pas exister. Les anges, on voit que les anges combattants, il y en a qui sont tout blancs et puis il y en a qui jouent de la musique, c'est de l'olifant qui était pour dynamiser et pour décourager les monstres, bien sûr. Donc ça aussi c'est pris dans les us et traditions locales des champs de bataille. Et la structure du tableau même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ça va vous montrer que finalement il y a une espèce de paradis en haut et quelque chose qui vous attrape en bas, et on voit que c'est délimité. Finalement, c'est les anges qui délimitent le paradis entre le pied droit de Michael et la main de l'ange, la main gauche, et en dessous, c'est le chaos. D'accord? Et on déverse, ça va vers le bas. Tout ce qui est déversé va vers le bas, et c'est le chaos. On le voit avec tous ces monstres qui tombent. D'accord? Michael gagne, c'est lui le garant de la victoire contre le mal. L'armure, la fleur, donc il y a toujours cette impression de victoire et cette impression de montrer aux gens que si on ne suit pas finalement le symbole, c'est plus que le symbole, c'est l'écriture. Hein. Si on ne suit pas finalement ce qui a été écrit, on va physiquement attraper ces monstruosités et se transformer comme ça. On va être banni de notre paradis.
Et donc, voilà comment, dans un contexte socio-culturel et religieux chaotique, hein, à cette époque-là, on est capable, avec les moyens du bord, de montrer le chemin à suivre, ce qu'il faut penser et la façon de le penser aussi déjà à la population de l'époque, pour pouvoir, je dirais, s'assurer de sa stabilité relative. On verra que ça ne sera pas complètement vrai ensuite, puisque les protestants vont protester, c'est le cas de le dire, et que on va avoir évidemment cette nuit de la Saint-Barthélemy, et quelque part Henri IV qui va pouvoir être l'homme providentiel pour pouvoir signer cette paix. Aujourd'hui, il n'y aurait pas eu Henri IV, il n'y aura jamais eu l'édit de Nantes. Tout ça, ça serait passé à la trappe, et il y aurait eu des guerres de religion encore pendant un moment. Donc tout ça, ça a été utilisé par le pouvoir en place pour pouvoir montrer son pouvoir, sa domination et son souhait. Voilà, c'est sa direction. Et puis on ne sort pas de là, sinon on meurt, on va en enfer. Donc globalement, aujourd'hui, c'est avec des moyens différents, mais c'est tout à fait la même philosophie. C'est ce que je veux vous montrer. Et donc, à partir du moment où on décrypte les choses, et ne serait-ce qu'une image, elle est toujours avec une structure particulière, elle est toujours, encore aujourd'hui, elle est avec une structure qui va attirer l'œil et qui va, à l'insu de ce que vous pouvez, de ce dont vous avez conscience, générer dans l'arrière-plan, dans votre inconscient, et donc avec cette énergie de la Lune, une réponse qui va vous faire prendre une décision qui ne sera pas forcément votre décision au démarrage. Voilà, bah écoutez, j'ai encore dépassé, désolée. Je voulais faire ce petit point. Donc, prenez soin de vous pour cette dernière pleine lune de l'année. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vous, de vos proches, chouchoutez-vous, faites-vous plein de cadeaux. Tout ça, c'est des choses que personne ne pourra nous enlever. Le bien qu'on se fait, l'amour qu'on se porte, eh bien, il est à tout jamais. Et ça, personne ne peut en décider à notre place. Voilà, bah écoutez, plein de belles choses, plein de lumière. Ben moi, je vais vous embrasser très fort, vous souhaiter plein de choses belles, somptueuses pour la fin de l'année. Et puis, je vous retrouve pour une vidéo très rapidement pour le 6 janvier qui sera avec une éclipse. Donc, dans l'entretemps, faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite.